Merci, Monsieur le Président. Alors, en même temps, j'étais en train de prendre connaissance du courrier qui avait été adressé et de l'avis de la Cour administrative d'appel de Marseille qui avait été transmis à l'exécutif par la préfète. Donc, en tant que juriste, j'essaierai de dire deux mots là-dessus par la suite. Alors, rapidement, les chiffres, je pense que nous les connaissons tous. Vous l'avez dit, ma collègue Christelle Combette l'a rappelé également, 22 470 chômeurs au dernier trimestre 2018, dont 7 230 inscrits depuis plus d'un an. Un taux de précarité en Corse le plus important de toutes les régions françaises, une personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Je pense pouvoir dire, sans que personne ne vienne me contredire, que la situation sociale, la question du chômage et de l'emploi sont les principales préoccupations des Corses et une priorité pour les élus que nous sommes. Alors, cette charte, effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et je pense que c'est le premier point, le plus important, c'est qu'elle n'a pas de valeur juridique. C'est un engagement moral qui contraint moralement les personnes qui la signent et les entreprises plus particulièrement. J'ai envie de vous dire, elle est au-delà de cet engagement moral, c'est à notre sens la pierre d'un nouveau modèle de développement économique et social qu'aujourd'hui, cette Assemblée, la majorité territoriale actuelle, veut, depuis bientôt 4 années, construire. Avec, on peut citer notamment certains rapports, comme par exemple le territoire zéro chômeur de longue durée, le statut fiscal et social. Ce n'est pas seulement ce que certains peuvent nous reprocher, la volonté d'instaurer la corsidation des emplois. Pourquoi je dis ça et pourquoi je dis que c'est un engagement moral, je vous l'ai dit, parce qu'elle n'a aucune valeur juridique. Et ça me permet de faire le lien avec la réponse de la préfète aujourd'hui et la genèse de cette charte, puisque, vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a eu une concertation, il y a eu une discussion, il y a eu une évolution et tout le monde était convié. Et effectivement, quand vous avez des entreprises qui discutent, des partenaires sociaux qui viennent, qui sont autour de cette table et qui discutent, et que quand vous avez à l'époque le directeur de Pôle emploi et même, me semble-t-il, des représentants de la directe qui vous sont favorables, et que quelque temps plus tard, vous avez un courrier du représentant de l'État, donc à l'époque le préfet, qui adresse un courrier à certaines entreprises en menaçant de sanctions financières et de poursuites pénales, alors que nous n'avons, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais je suis obligée, qu'une charte, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut poursuivre une quelconque entreprise sur la base d'une signature d'une charte. Mais effectivement, ça peut enfreiner certains et quelques-uns, ce que je peux comprendre. Pour autant, et là, on va revenir un petit peu sur le fond de cette charte. Alors, cette charte qui a quand même, je vous dis, je lisais l'avis de la Cour administrative d'appel qui... S'il vous plaît, là, il y a un brouhaha insupportable. Qui, notamment, cette charte qui a été prévue et qui a été proposée la première fois en 2017, elle a évolué, puisque par exemple, vous aviez dans la charte favorisé le recrutement de ceux qui ont leurs centres d'intérêt moraux et matériels en Corse. Aujourd'hui, vous voyez dans le rapport que c'est beaucoup plus défini, puisqu'on a une résidence définie. Donc les critères sont élargis. Vous avez également la notion de compétences suffisantes. Alors ça aussi, on peut nous faire le reproche de compétences suffisantes. Pour autant, encore une fois, ça permet à l'employeur, à l'entreprise, de choisir une compétence suffisante. Ça veut dire aussi qu'on peut tenir compte de l'expérience professionnelle. Ce n'est pas parce que une entreprise qui recherche un bac plus 5, compétence égale, ça voudrait dire 2 personnes qui auraient toutes les deux un bac plus 5. Compétence suffisante, vous tenez compte aussi de l'expérience professionnelle. Et encore une fois, il n'y a personne qui contraint l'entreprise à vouloir à signer cette charte et à la mettre en place
à la mettre en place et à respecter ses engagements. Alors, je suis obligée de rappeler, si vous voulez, et ce que nous avait dit la préfète. Quand moi, je l'ai interrogée, j'ai posé une question orale quand elle est venue nous présenter le bilan à l'époque, et sa réponse était pour le moins équivoque, puisqu'il n'y en a pas eu du tout. Hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à l'époque, en tout cas, quand la charte a été proposée en 2017, on nous soulevait trois arguments juridiques. On nous soulevait l'illégalité du critère de résidence ou d'origine, l'illégalité du critère relatif à la langue corse et l'absence de fondement législatif spécifique. Alors, nous considérons, et il n'y a pas que nous qui le pensons, que ces arguments, ils sont irrecevables. Pourquoi ? Eh bien, on peut se poser la question de savoir s'il existe des dispositifs qui prévoiraient explicitement une priorité en fonction de la situation géographique du candidat à l'embauche. Est-ce qu'il y a des précédents en France ou dans les dom-tom qui favoriseraient explicitement donc d'embaucher une personne en fonction de sa situation géographique ? La réponse est oui. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la mairie de Paris qui a mis en place une charte du développement de l'emploi local avec certaines entreprises. Le document, donc la charte, a notamment l'objectif, et je cite, de renforcer l'intervention de la collectivité et de ses partenaires au bénéfice du public des demandeurs d'emploi parisiens. La ville de Paris explique souhaiter maximiser les retombées en matière d'emploi et de formation pour ses habitants, notamment les plus vulnérables sur le marché du travail. Premier point. Ensuite, on nous explique, on nous parle de l'illégalité du critère relatif à la langue corse. Alors, concernant cette illégalité prétendue, je vous citerai le rapport Le Breton qui indique, et je le cite, « Si au terme de la Constitution, la langue de la République est le français, article 2, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ainsi, les politiques visant à soutenir l'usage des langues régionales, par exemple via le double affichage, l'enseignement de ces langues de façon plus ou moins poussée dans le cadre du système scolaire ou la diffusion sur les chaînes locales de programmes en langue régionale, sont parfaitement constitutionnelles et leur abondance serait sans doute inconstitutionnelle. » C'est le deuxième point. Troisième point, concernant l'argument résultant de l'absence de fondement législatif. On peut citer les autres chartes, par exemple celle de l'île de la Réunion, et un autre exemple, beaucoup plus concret, j'ai envie de vous dire, l'instauration de zones franches urbaines, qui instaure une priorité à l'embauche en fonction de la localisation. En effet, afin de favoriser le développement économique de zones franches urbaines, certaines entreprises peuvent bénéficier, si elles remplissent les conditions, d'exonération fiscale. Parmi ces conditions se trouve celle d'embaucher une main-d'œuvre locale. Enfin, j'ai envie de vous dire, je citerai les propos du conseiller Jean-Guy Huglot qui, dans son rapport auprès de la Cour de cassation, alors pour juste cour administrative d'appel, et au-dessus vous avez le Conseil d'État, c'est le volet public, et ensuite en matière de droit privé, vous avez la Cour de cassation qui est quand même l'organe, l'institution judiciaire la plus importante. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Une préférence à l'emploi des salariés locaux, c'est-à-dire en l'espèce pour la Corse, résidant sur l'île, n'est pas contraire aux valeurs républicaines dès lors que les législateurs lui-même y a parfois recours, comme en matière de zone franche. Donc, moi, tous ces arguments juridiques, je ne les ai pas inventés. Vous avez des juristes, vous avez des exemples concrets, comme à Paris, comme à l'île de la Réunion. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui une charte qui, encore une fois, je le répète, mais je pense que c'est le plus important, n'a aucune valeur juridique, ne pourrait pas être signée, ne serait-ce que par les entreprises qui ont la volonté de l'appliquer, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'anticonstitutionnel, qu'est-ce qu'il y a de contraire, qu'est-ce qu'il y a d'illégal à la signature d'une charte par des entreprises qui en ont la volonté. Quand ma collègue Christelle Combette parle de seulement 60 entreprises signataires, j'ai envie de vous dire que vous avez quand même les 2 chambres consulaires et les chambres des métiers. Les chambres consulaires représentent l'ensemble des commerces. Donc je pense qu'on est bien au-delà de 60 entreprises ou 60 commerces, et pareil pour les chambres des métiers. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, de commerces, de personnes, d'institutions qui sont désireux de signer cette charte.
Tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les Corses, et notamment les plus jeunes, n'auraient pas le droit de vivre, d'étudier et de travailler au pays. Il est inacceptable que notre jeunesse, aujourd'hui, on le voit avec les chiffres et on est tous d'accord là-dessus, soit contrainte à l'exil pour occuper un emploi qui correspond à leurs compétences et à leur formation, ou contrainte d'accepter un emploi, justement, qui ne correspond pas du tout à leur diplôme pour pouvoir vivre sur cette terre. Donc bien évidemment, sans surprise, vous vous doutez bien, Monsieur le Président, que nous soutenons avec force et vigueur ce rapport et cette charte. Je vous remercie.